on doublera le podcast en cantonais. Cantonais pour vraiment assurer tout random. Attends, on peut devenir le explose. podcast francophone le plus écouté en cantonais. En cantonais. Tu vois, c'est quand même une niche. Et donc j'avais le choix, soit j'ai arrêté maintenant, mais là c'était ridicule, tu vois, j'ai passé 2 minutes, c'est genre vraiment pour la photo. En plus ils me prenaient en photo, pour la photo, ou je continue mais je les fais chier et tu sens qu'ils veulent que je me barre, tu vois. Et donc j'ai trouvé j'ai continué pendant 5 minutes, tu vois, puis après je dis, on n'a pas un call là, on n'a pas un rendez-vous, on doit y aller, ok. Son livre sur les échecs, il est très bien écrit, très marrant, mais c'est un dia parce qu'il écrit un livre complet sur les échecs, alors qu'il est éclaté aux échecs, tu vois. À la fin, il a atteint un niveau d'un enfant de 11 ans, tu vois. Il se fait démonter par des mecs au bout du monde. Mais du coup, il fait tout un périple là-dessus, le mec, il va voyager en Inde, au Canada, ou je sais pas quoi, pour jouer aux échecs à fond, mais en temps totalement nul, tu vois. Mais par contre, moi, là où j'ai du mal à accepter, c'est que tu vois, c'est fou quand même, et je pense que ça va jeter les gens maintenant sur Terre, d'avoir vraiment de difficulté à s'asseoir pendant 10 minutes et rien faire. C'est quand même un problème, toi. Ça montre, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose ça devrait être faisable, ça devrait être facile à faire, toi. Le gars t'explique que le but de faire de la méditation, c'est en fait de... Au programme de cet épisode, est-ce que Paul va rentrer en bourse, une idée de business pour les gens qui sont fans de productivité et une nouvelle manière d'expliquer la méditation. Mais avant de parler de méditation et de trucs de hippie, on va parler de trucs de gens sérieux. La bourse, c'est bon? New York Stock Exchange, tu vas sonner la cloche. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi ou tu te dis, de toute façon, pour mon business, ça n'existe pas? Rentrer en bourse avec une chaîne YouTube et des formations sur le marketing. Attends, justement, on va en discuter. Je pense que c'est plus faisable que tu penses. C'est Ok. plus faisable que tu penses. Et en fait, ça c'est revenu parce que j'ai eu un call avec un mec d'une banque d'affaires et on a rapidement parlé du fait d'aller en bourse. Et ça m'a rappelé un vieil email que j'avais reçu, mais genre il y a 2 ans, où un mec me proposait je te fais entrer en bourse au Hong Kong Stock Exchange, Ouais. donc le Stock Exchange de Hong Kong, toi. Et à l'époque, j'étais bon, ces emails spam, ils savent plus quoi inventer. Encore un Nigérian. Et je me suis dit, putain, j'ai quand même regardé. Et en fait, c'était une banque d'affaires très sérieuse qui te proposait en fait un package pour aller en bourse à Hong Kong. Et donc, leur offre elle est vraiment intéressante parce qu'en gros, c'est 1 million de Hong Kong dollars pour aller en bourse, ce qui est 120 000 euros. Ok. Environ 120 000 euros. Ce qui est beaucoup moins cher que ce que je pensais déjà. Et en fait, en investiguant un peu, il semblerait qu'il soit plus ou moins break-even là-dessus. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi dans le call, mais qu'il soit break-even. Parce qu'il y a les listing fees, il y a les frais d'avocat, peu importe, ça coûte environ ça. Du coup, tu te dis, comment ils font leur argent, tu vois. Un autre truc aussi, avant ça, je me suis dit, de toute façon, la boîte est trop petite, tu vois. Un peu comme toi, la boîte n'est pas assez grosse, mais en fait, nous, on a la taille médiane des boîtes sur le Hong Kong Stock Exchange. Donc, c'est assez standard. Et c'est pas le cas qu'à Hong Donc Kong. environ 3 millions par an. C'est ça, même c'est un peu moins, même c'est genre 25 millions en moyenne. Mais sur le Stock Exchange américain, ce serait ultra différent du coup. C'est ça? Oui et non, parce que justement aux US, la médiane c'est encore plus bas parce qu'il y a plein dans les penny stocks, il y en a énormément. Mais des pas toutes sur petites le boîtes. New York Stock Exchange ou le Nasdaq. Nasdaq. C'est juste, il y a des espèces de New York bourses Stock Exchange, je sais pas parce qu'il y a différentes parties et Ok. toi tu peux ne pas faire partie du S&P 500, tu vois. Ouais. Faut pas confondre l'index S&P 500 et Ok. toutes les boîtes qui sont sur New York Stock Exchange. Mais ce qui capte un peu, et notamment je pense c'est le cas pour le Nasdaq par exemple, c'est que les frais annuels sont beaucoup plus élevés. Ouais. Donc il y a un moment mécaniquement, si tu fais 25 millions et tu payes 1 million par an en frais, ça a un Pas peu de bloqué sens, quoi. ouais. Et donc dans ce cas-là, t'as vu les frais annuels, c'est 120 000 euros pour rentrer. C'est 100 000 euros par entrée. Et c'est là ma grosse surprise de frais annuels, c'est qu'en fait, c'est entre 12 et 30 000 par an, Ok. suivant la taille de ta boîte. Ah. En frais annuels directs que tu payes au Stock Exchange. Ouais. Donc en fait, c'est dans une situation où tu as besoin potentiellement de lever des capitaux. Potentiellement, c'est plus intéressant d'être en bourse et de pouvoir lever du capital comme ça que juste faire de la dette. C'est pas délirant. C'est ça qui m'a surpris, c'est en fait, c'est pas si délirant que ça. Et du coup, ces banques d'affaires, vu qu'elles sont pas d'argent sur l'entrée en bourse, directement, enfin sur les frais, ce qu'ils proposent, c'est assez intéressant. C'est en gros, ils se commutent avec toi sur une valo, où ils te disent, nous, on va te payer, par exemple, x5 ton EBITDA, c'est l'exemple qu'ils me donnaient. Ok. En sachant que c'est le genre de trucs, de gars, ils ont tendance à donner un tir plus haut, et après, ils le baissent au fur et à mesure, tu vois. Avec la fameuse technique du salami. On en a parlé la dernière fois. Donc à chaque fois que tu continues à parler avec eux, ils baissent de committent 0 un truc, points ils baissent et- un petit peu et finalement... Et toi, t'es là, je vais pas arrêter maintenant, tu vois. Ouais. Et ils tombent Ok. comme ça, quoi. Mais en gros, il me disait, pour un business comme toi, je pense qu'on peut faire x5 EBITDA plus net actif. Donc, dans notre cas, c'est beaucoup l'inventaire. On n'a pas de dette. Et l'inventaire plus le cash, en gros. Et après, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont voir leurs propres investisseurs et ils leur disent, nous, on propose un deal à une valeur de x7, tu vois. Et donc, les investisseurs souscrivent au deal, directement à l'IPO en avance. Ok. Et après, l'idée, c'est qu'en gros, une fois qu'ils rentrent en bourse, ils pensent en réalité l'entreprise va être valorisée à un x9, tu vois. Et donc, chacun, là-dedans, fait de l'argent. Eux, ils font de l'argent entre le x5 et le x7. Et après, les investisseurs, pour qu'ils remplissent forcément à chaque fois, ils leur disent, entre x7 et x9, ça va être quasi instantané, quoi.
Et d'ailleurs, c'est pas que pour ce cas-là, c'est Dans un ce cas-là, fonctionnement classique, tu en ne fait. vends pas toute la boîte. Du coup, tu vends une tranche de la boîte Tu peux faire ce que qui tu a veux. potentiellement été légèrement sous-valorisée parce que tu aurais pu la vendre à x9, mais du coup, le reste de la boîte est coté à x9. Et si jamais plus tard, tu veux vendre une partie des actions ou en émettre plus, tu es sur du x9 dans ce scénario. Tu pourrais dans ce cas-là. Là, Là, ça c'est en serait fait. l'intérêt pour toi. L'intérêt pour toi, ce serait L'avantage, c'est de qu'ils lever de garantissent le x5. Ouais. Mais en réalité, c'est que ça permet notamment d'éviter tous les frais fixes, enfin de payer un gros frais de listing initialement. Quoi. Ok. Et toi, tu te dis x5, ça me suffit. Eux, ils font x7, x9. Ouais. Et en fait, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe beaucoup. Généralement, ce qui se passe, c'est que la partie comment dire, intermédiaire est moins directe. Donc, même quand ils ont fait avec Facebook, ils vont. En gros, ce qu'il faut comprendre avant l'IPO, c'est que les parts sont déjà vendues en fait. L'immense majorité des parts sont déjà vendues avant l'IPO. Ouais. Ils ont des deals privés et que c'est une fois que c'est IPO que là, tout le monde peut acheter. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que encore une fois, les gros investisseurs auprès de ces banques d'affaires, ils misent sur le fait qu'ils vont pouvoir revendre à l'IPO. Ils vont pas garder ensuite. Souvent, ils disent je vais acheter à x7 et je vais revendre à x9 quand ça sort. Et donc, tout le boulot des banques d'affaires, c'est d'estimer combien le marché public valorisera la boîte. Et c'est comme ça qu'ils font l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si le prix, l'action s'envole, une fois public, c'est pas très bon, quoi. C'est que c'est bon pour les investisseurs initiaux, mais c'est-à-dire qu'ils auraient mieux dû gérer. Et pareil, si c'est s'écroule, c'est pas bon non plus. Il faut idéalement, encore une fois, qu'ils puissent offrir une valuation, je sais pas, que eux, ils offrent 50 millions de valos à leurs investisseurs et qu'une fois qu'elle entre en bourse, c'est à vos 60, par exemple. Donc c'est vraiment le gros de leur boulot. Donc l'intérêt pour toi de faire ça, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs avantages à rentrer en bourse. Un, c'est forcément le cash. Tu récupères du cash. Donc pour toi, personnellement, de pouvoir liquider une partie de tes parts de la boîte et de pouvoir sortir de l'argent. Parce que ce qui serait difficile à faire de vendre genre 20% de ton business aujourd'hui, ce serait potentiellement faisable, mais il y a moins de liquidité, c'est plus dur de trouver une personne qui pourrait le prendre. Quoi. Ce serait faisable, mais effectivement, au final, je me rends compte que ce serait pas beaucoup plus compliqué. Toi. Parce que même quand tu fais rentrer un investisseur privé, il faut aussi avoir un gros accounting, il faut montrer pas de blanche. Il y a du diligence. Ouais. Donc en fait, c'est dans les deux cas, ça demanderait quand même du travail. Un autre truc aussi qui est intéressant, c'est justement, tu n'as pas vraiment de perte de contrôle. Parce que tu peux vendre le nombre de parts que tu veux. Toi. Donc, tu peux vendre 30% de ta boîte et tu as encore 70%. Et potentiellement, même moins que près de Private Equity, parce que Private Equity, eux, ils possèdent, s'ils prennent 30% de ta boîte, c'est un actionnaire qui possède 30%, tu vois, qui peut être une certaine pression, qui aura fait un certain contrat où tu as certaines obligations, alors que là, tu as potentiellement plein de petits investisseurs, et l'un dans l'autre, tu perds pas vraiment le contrôle. Quoi. Il y a très peu de chances qu'ils se liguent tous pour créer quoi que ce soit de problématique. Un autre truc aussi qui est fascinant, je crois qu'on en a parlé dans un épisode très ancien, mais c'est le système de prêt. Parce qu'eux, ils m'en ont parlé directement, justement. Ça faisait partie un peu du package. C'est qu'en fait, c'est connu que des personnes comme Jeff Bezos ou Zuckerberg, ils se payent zéro en salaire et zéro en dividende. Ouais. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir n'importe quelle banque et ils disent donnez-moi un prêt d'1 milliard et je mets en collatéral mes actions sur le marché public. Tu vois. Genre, je vous mets 5-10 milliards d'actions et vous me prêtez 1 milliard. C'est ça. Et pour une banque, il n'y a aucun risque, parce qu'à moins que Facebook soit divisé par 10, ce qui est très probable, ou même ils peuvent mettre en collatéral toutes leurs actions s'ils veulent quasiment. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et aussi, ce qui fait qu'en gros, généralement, il y a des taux d'intérêt qui sont très faibles. Maintenant, ils ont dû légèrement monter, mais c'est genre du 1%. Ouais. Mais le principal intérêt pour eux dans ce scénario, j'avais l'impression, c'était d'éviter en fait la taxe sur les capitaux quand ils doivent liquider. Mais par contre, si tu meurs aux États-Unis, c'est une arnaque énorme, mais si tu meurs aux États-Unis, ton héritage, il passe à tes enfants et à tes héritiers. Et le truc, il est step up en fait. Donc eux, ils vont avoir les prêts sur les capitaux qu'à partir de la valeur où ils l'ont reçu, et non pas la valeur que ça valait à l'origine. D'accord. Tu vois ce truc. Donc mettons, tu vois, j'ai lancé une boîte et maintenant ma boîte, elle vaut 1 milliard. Si je vends ma boîte aujourd'hui, je vais payer genre 25% de gains sur les capitaux. Okay. Mais si je meurs et que ça passe à mes enfants, mes enfants, ils l'auront reçu à 1 milliard. Et donc, il y a un step up de la base qui est maintenant à 1 milliard. Donc, si la boîte, eux, ils la vendent pour 1 milliard, ils payent 0. Et s'ils la vendent pour 2 milliards, ils paieront juste sur le 1 milliard d'augmentation. La différence. Donc, ça s'appelle, je crois, ça s'appelle borrow and die, quoi. T'empruntes et après tu meurs. Et du coup, tu payes évidemment pas de taxes sur les emprunts. Et après, il y a un step-up à la main. Donc ça, c'est un élément. Ils n'ont pas besoin de liquider leur part. Et puis, techniquement, je pense qu'ils ont toujours le droit de vote, etc. sur les parts. Donc ça leur permet aussi de maintenir le contrôle. Même si dans beaucoup de cas, en fait, je crois que Zuckerberg, de toute manière, il a contrôle à vie. Il a des parts... spéciales, ouais, super gérant. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est du coup, c'est ce que tu dis, c'est en fait, ça fait qu'ils ont des revenus personnels négatifs au final. Donc en principe, il n'y a pas d'impôt, toi. Ouais. Ou alors, en tout cas, ils peuvent notamment déduire les intérêts de leurs revenus personnels et donc payer moins d'impôts parce qu'ils payent les intérêts là-dessus. Et donc, tu as beaucoup de personnes très riches, notamment, qui ont des boîtes publiques. Parce qu'en fait, le problème avec une boîte privée, même si elle vaut beaucoup, la banque, elle peut se dire, j'ai un peu galéré à vendre, ça va être plus compliqué. Ouais. Alors que là, c'est immédiatement liquide, tu vois. Si jamais ils font défaut, bon, ça part très vite, quoi. Un autre avantage aussi, c'est la crédibilité. Et ça, c'est notamment en Chine, c'est un gros phénomène des usines qui vont en bourse en Chine pour montrer, en fait, on est sérieux, tu vois. Parce que comparé à la boîte chinoise moyenne, on fait un accounting à peu près propre.
Bon, il y a eu plein de problèmes, notamment il y a une boîte qui s'appelle Lucky Coffee, qui est une énorme chaîne de café, où en gros ils avaient exagéré le nombre de magasins. Toi. Eux, ils ont aucune. Ils avaient 300 branches, ils ont dit on a 700 branches. Tu vois. Et ils avaient calculé le nombre. Et eu tout un dossier d'un truc de short pour leur faire descendre. Et au final, ils ont survécu. C'est un truc de short chinois ou un truc de short international? Je crois que c'était Hindenburg, c'était le Hindenburg, fameux ok, Hindenburg. Donc je crois que c'était eux. Hindenburg, c'est fascinant. Il y a plein de trucs où carrément, par exemple, il y a une usine une scierie qui mentait, scierie, donc qui fait du bois, quoi. Du bois, qui mentait sur ces chiffres. Ils pensaient que ça montait. Et ils envoient une équipe, en gros, voir le nombre de camions qui passaient pour vérifier effectivement est-ce que ça colle au niveau des chiffres, quoi. Ils avaient un rapport. Je fais une légère parenthèse sur Hindenburg. Est-ce que tu en as parlé du Vingroup? Vingroup, non. Au Vietnam. Tu n'as jamais vécu au Vietnam, exactement. Ouais. Au Vietnam, il y a un mec qui possède tout, c'est une espèce de milliardaire. Et donc, quand tu habites au Vietnam, tu vas habiter à Vinhomes. Tu vas faire tes courses à Vina Market. Quand tu as besoin d'aller quelque part, tu vas prendre un Vin Taxi. Et toi, Vin, il est partout, il a tout. Ouais. Et donc, c'est une espèce de magnat de l'immobilier qui est un peu dans toutes les industries. Surtout, il est énorme dans le sud, à Ho Chi Minh. Et récemment, il a lancé une marque de voiture qui s'appelle VinFast, un peu gênant, de voiture électrique. Le nom est un peu gênant. Et en fait, du coup, il commençait à scaler, tu vois, les ventes, genre ses ventes, elles scalaient de genre x10 par an et tout, c'était incroyable. Je me dis, mais qui achète ce truc? En plus, vraiment, quand tu vas à Hanoï, j'étais à Hanoï récemment, il y avait masse de ces voitures dans la rue. Je me dis, putain, c'est incroyable, ils ont une part de marché et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand en fait, il a tellement d'entreprises dans son groupe, il utilise tous les autres entreprises de son groupe pour racheter en fait des trucs. Il a des entreprises de taxi et tout. Et apparemment, même comme ça, il avait des. En fait, ils achètent plein de voitures. Il y a des entreprises qui achètent plein de voitures parce qu'ils ont des profits. Ils achètent plein de bagnoles et après, ils les gardent dans un champ quelque part et ils les laissent pour donner l'impression que sa marque de bagnole, elle fonctionne vachement bien en fait. Et du coup, Hindenburg avait un truc, ils avaient des images satellites, ils calculaient le nombre de voitures qui avaient été garées dans des champs et tout. Et en fait, ils te montraient que, ouais, ok, certes, son chiffre d'affaires, il a augmenté de x10, mais 85% de ces ventes supplémentaires, elles sont vendues à d'autres entreprises du groupe, etc. Et donc, ils avaient un truc incroyable. Et c'était la meilleure info que je trouvais sur le Vingroup. Tu vois, je me dis, mais comment cette marque de voiture? Tu vois, je suis entré dans un rabbit hole sur les marques de voitures. Et du coup, Hindenburg avait un super rapport dessus où il démontait un peu le truc et il disait, OK. Parce qu'ils avaient fait rentrer ce truc-là en bourse, justement. Par contre, ce qui m'a déçu, c'est que leur dernier dossier, c'est sur Roblox. Ouais. Et bon, j'ai pas acheté d'actions, mais j'ai pas shorté le truc. Ouais. Mais Roblox a eu zéro effet sur le cours d'action. Hindenburg a fait un gros dossier. Ok. Parce que leur dossier sur Roblox, c'était Roblox, c'est pas bien pour les enfants. Non, c'est que vous montez sur. Non, c'est plus mentir sur le nombre d'utilisateurs en fait. Ok, bon, ça pour le coup. Disent que. Ouais. Il y a un truc intéressant. On pourrait faire un podcast d'ailleurs sur Roblox. Il faudrait que ce soit tassé parce que c'est un phénomène totalement. C'est colossal, Roblox, c'est énorme et ça gagne pas d'argent. Et ça perd de l'argent. Ouais. 1 milliard, 2 milliards par trimestre. Ce qui est assez incroyable. Et à un moment donné, c'est du coup, vous allez scaler où? Tu vois, vous avez déjà scalé, les gars. Vous avez déjà la taille maximum pour récupérer la marge qui vous manque, quoi. C'est assez incroyable. Repartons du coup sur le. Sur l'idée qu'en fait, ça donne crédibilité. C'est quoi, toi, tu travailles. Mais du coup, tu t'ouvres en fait un rapport Hindenburg sur ta boîte, quoi. Tu devras vivre avec ce risque au-dessus de ta tête. Mais encore une fois, si t'es aglo, t'as moins de risques. Un autre truc, forcément, c'est vraiment les parts liquides. Donc, même si tu fais en 30% à ce moment-là, tu peux le reste, tu peux vendre ce que tu veux, c'est plus simple. En sachant que forcément, tu vas un peu cracher si tu mets un peu trop d'actions au même moment, potentiellement, ça dépend encore. T'as une meilleure valo, ça c'est aussi m'intéresser. Encore une fois, alors x5, on ne sait pas, mais actuellement, les agrégateurs, c'est un peu la catastrophe, c'est plutôt, sur une bonne moitié, c'est plutôt x3, x4. Donc, tu aurais une valo un peu meilleure. Sur les agrégateurs, tu veux dire? Les agrégateurs, si tu rachètes sur un racheteur privé. On n'est pas super stratégique, je pense. Donc, ce serait pas énorme. À mon avis, ce serait pas compliqué de trouver vraiment un bon. Il y avait un gars qui était passé sur le podcast Tropical MBA qui avait racheté une marque de bougies qui vendait sur Amazon FBA. D'accord. Et je crois qu'il avait racheté pour un x2. Ouais, c'est normal. Ouais. Avec les petites boîtes, c'est du x2 maintenant. x1,5 même, c'est assez fou. Ouais. Ok, et donc tu penses que tu as un meilleur multiple là-dessus? Potentiellement, tu vas ramener le multiple. Tu as une idée de qui sont les investisseurs? Parce que. Est-ce que c'est des petits mecs à Hong Kong qui gamblent sur la bourse, ou même des Américains qui sont en mode allez, je vais trouver des pépites à l'autre bout du monde? À mon avis, encore une fois, c'est beaucoup des ETF. À mon avis, c'est beaucoup de tracking, j'imagine. Mais les ETF sont sur ce genre de petites boîtes? Tu peux avoir des ETF globales sur tout le Hong Kong Stock Exchange. Parce qu'effectivement, après, le truc, c'est normalement, tu pourrais assez facilement manipuler le cours. Donc, tu pourrais dire sur les petites boîtes, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, peut-être qu'il y a vraiment tout un truc de petits investisseurs hongkongais qui sont à fond là-dedans. C'est possible. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Et après, encore une fois, c'est un peu le bout de la banque d'affaires de créer un peu de hype.
C'est un peu ce qu'ils savent faire aussi. Mais eux, donc, oui, ils parlaient plus à des institutionnels en disant, vas-y, mets 1 million dans Je ce pense truc-là. qu'ils font ça, mais ensuite, il y a peut-être un côté aussi poussé auprès des retail d'une façon ou d'une autre. Ok. Toi, dans des magazines, je sais pas, toi, ce Ok. serait intéressant de savoir, mais je pense que ça fait partie du truc aussi. Dans la presse, tu vois, dire que cette boîte, elle va entrer en bourse, C'est vrai qu'après, si eux, ils ont des clients retail, ils peuvent faire. C'est ça. Il y a une nouvelle petite boîte c'est notre petite boîte. avec beaucoup de promesses. On vous pouvez un x11, ils vont rentrer à fois, vous aurez un x11, c'est un truc. On peut appeler ça un Ponzi, ça, de toute façon. Mais il y a le fameux Lin Ka-ching, je sais pas comment on prononce, mais je sais pas s'il est décédé maintenant, j'espère pas. Mais c'est l'homme le plus riche d'Hong Kong, où c'était. Et lui, notamment, ce qu'il avait fait, c'était il investit dans des boîtes, et notamment, il a investi dans Razer, c'est une boîte de gaming. Ouais. Genre, il a investi littéralement 2 jours avant qu'elle entre en bourse. Ok. Elle entre en bourse à genre, je sais pas, j'ai un prix au hasard, 4 $. Dans les heures qui se suivent, boum, 1 $. Il a fait un gros regain pool, quoi. Ok. Et tu veux dire, elle a tout vendu. Il a tout vendu. Tout En vendu fait, en il jour savait, un. et je pense, littéralement, il rentre 2 jours avant que le truc en bourse, et boum, il vend tout à ce moment-là, et le truc, c'est cool, quoi. Et tu voyais, en fait, du coup, il faisait ça un peu à répétition, tu vois. En fait, parce que du coup, ça permettait de garantir un deal dès le début. Mais bon, après, sur le long terme, c'est un peu problématique, quoi. D'ailleurs, je crois qu'ils sont repassés en privé, Razer, parce qu'ils s'étaient fait exploser en termes de... Ils étaient rentrés d'ailleurs à Hong Kong plutôt qu'à Singapour. Pourtant, Singapour, c'est là où ils sont établis. Et enfin, le dernier avantage, je dirais, c'est que ça crée une forme de discipline d'accounting, parce qu'il faut avoir de l'accounting notamment Ça trimestriel. c'est quand même une pression après derrière. Ouais. C'est une pression, mais tu peux Ouais. dire que c'est bénéfique dans le sens où ça te force à être réglo et être carré, quoi. Mais une pression aussi sur montrer que les chiffres sont toujours en train de monter, il y a plus de visibilité extérieure. Quoi. Bah, c'est ça. En fait, on rentre dans les inconvénients. Parce que je pense, est-ce que tu as 2 avantages en tête sur le fait d'entrer en bourse? Non, probablement c'est la liquidité, effectivement. Après, ça fait classe. Tu vois, tu peux dire, ah, ok, j'ai fait une Ça fait un IPO, petit je suis classe. rentré en bourse. Tu peux checker sur Google. Ah, tout d'un coup, là, dans C'est- les conférences. Marketing ouais. Mania, stock. Ouais. Et tu as ton petit graphe. Non, sur ta bio Twitter, c'est clair que ça fait. Tu peux mettre le ticker de ta boîte sur le bio Twitter, ça devient très très classe. Tu vois, le C'est podcast classe. directement. Mais justement, ça rentre dans les inconvénients, c'est prend que grave. tu perds ta vie privée, tu vois. Donc, Ouais. si ta Les boîte, gens savent si ça se exactement passe bien mal, comment dire. ils sont au courant. Toi, tout le monde est au courant. Bah, d'ailleurs, t'as souvent. Andrew Wilkinson, t'en as souvent parlé. C'est vrai. Ah, regarde, son Lui, cours s'est exposé, tu s'est vois. pété la gueule. C'est ça. Un autre problème, c'est que je pense que tu as quand même des responsabilités d'investisseurs et tu en as plein pour le coup. T'en as pas mal, du coup. Parce Donc, il y a que... même, il achète une chaire, il peut venir potentiellement un peu te casser les couilles, ce qui peut être chiant à gérer, quoi. Ouais, si t'as mal géré ta boîte, ils peuvent te dire t'as mal fait ton boulot, t'es quand même responsable envers eux. Tu peux pas, tu vois, je sais pas si tu dois vérifier combien tu payes, etc. T'assurer qu'il y a rien qui est questionnable à tous les niveaux. Je pense que c'est quand même. Il y a plus de risques. Parce qu'en fait, la différence entre un investisseur privé et un investisseur public, en tout cas dans la philosophie générale, c'est qu'un investisseur public qui a acheté sur le petit marché, ça peut être une grand-mère qui a c'est un plus petit ses gars, économies, c'est un petit gars, etc. Tu vois. Et donc, il y a beaucoup plus de protection et de trucs à leur divulguer, de manière dont eux, ils peuvent revenir contre toi, etc. Ce qui est normal, ça permet de les Et protéger. plus mais de du coup, chances il de gens faut- casse-couilles, quoi. Ouais. T'as il potentiellement. faut que tu aies couvert tous ces éléments. Mhm. Quoi. Et ça commence à être un peu... je suppose que du coup, en fait, les frais de maintenance, c'est exactement ça. Quoi. Mhm. Plus un modulo le petit risque que du coup, il y a un procès ou une contestation et que du coup, les frais, ils augmentent. C'est ça. Et après, justement, c'est un peu la section dans la partie frais continu. T'as justement, encore une fois, très surprenant que ce soit seulement 12 à 30 000 euros par an. Notamment, si c'est une petite boîte, c'est de l'ordre de 12 000 euros. 10 millions, Finalement, 100 ta millions de compta, dollars. tu l'as fait de toute manière. Et je pense que du coup, il y a de la disclosure supplémentaire. Quoi. C'est possible, c'est ce que je me suis dit, c'est peut-être quand même beaucoup plus énervé sur la l'accounting, tu vois. Je sais pas à quel point, actuellement, nous, on paye combien? On paye peut-être 20 000 euros par an pour l'accounting dans ce taux-là, peut-être 25, 30, je sais pas exactement, entre 20 et 30. C'est pas impossible que pour une boîte publique, il faut que ce soit beaucoup plus régulier. Tu peux pas être en retard aussi, nous, des fois, on est en retard de 3 mois, tu t'en fous un peu. Parce que tu le fais une fois par an, là, il faudrait le faire c'est tous ça. les 3 mois, c'est ça. Je crois. Et du coup, je pense en termes de. Peut-être ça coûte le double, le triple. Donc, toi, tu rajoutes peut-être entre 30 000, 50 000. Peut-être il y a des questions aussi d'avocats là-dedans, des questions légales auxquelles il faut se rajouter de façon régulière. Je sais pas si c'est toi qui payes les petits courriers que t'envoies à tout le monde. C'est un truc de fou. C'est que tu dois envoyer un courrier. Je crois, du coup, c'est tous les trimestres à chaque actionnaire. T'as pas ça, toi, quand EBKR, où ils peuvent te dire si vous voulez, vous pouvez recevoir le courrier. Non. Mais normalement, c'est encore une pratique normale, c'est d'envoyer ta petite lettre avec ton rapport trimestriel. Mais Mais par courrier postal, du Par coup. courrier postal. Ok. Mais c'est une obligation si les gens. Mais encore une fois, il y a peut-être d'autres trucs encore que j'ignore sur les frais un peu continus. Pareil, parce que le mec auquel j'ai parlé, son but, encore une fois, c'était C'est me de faire rentrer dans vendre le truc, toi. ouais. Donc lui me disait non, il y a pas, c'est tout. T'inquiète, ça va bien se passer, tranquille. C'est Donc, si un tu payes bon deal. déjà 20 000 d'accounting, que l'entrée en bourse te coûte 30 000, 50 000 par an, ça semble peu, quoi. C'est pas énorme, hein, je suis d'accord. Parce que si tu dis que l'accounting va le faire 3 fois par an de plus,
Tu te dis au minimum, tu t'attendrais à payer 50 000 de plus pour ça. Ouais, ça, Ouais, pour ça. et ça me paraît relativement cohérent parce qu'encore une fois, le taille médiane des boîtes en Hong Kong, je pense que c'est juste un stock exchange qui n'est pas spécialement cher, tout simplement. Ok, Ouais. ouais. Après, Et- c'est purement, en fait, le coût d'être en bourse, c'est purement une fonction de la régulation. Mhm. Donc, s'il y a moins de régulation, potentiellement, ça coûte vachement moins cher. C'est aussi, c'est encore une fois, c'est un coût réputationnel. Donc, plus dans mon follow, on parlait avec, je crois, avec Kevin. Ouais. Lui, il a voulu rentrer au Nasdaq parce que c'est là où il y a les plus boîtes, les tech les plus sexy. Ouais. Et donc, Nasdaq peut se permettre parce qu'ils ont la Et là, marque. du coup, ça coûtait vachement plus cher. Bah, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Il faut que je regarde, mais du coup, j'ai aussi regardé un peu comment Nasdaq gagne d'argent, mais c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est minimum 200 000, 300 000, donc c'est déjà, Ok, ouais. tu fais un x10, quoi. Et au contraire, je pense, d'ailleurs, il y a tous les petits stock exchange, un peu le truc australien. Quoi. Je pense, eux, au contraire, ils essaient d'attirer des boîtes à eux, et donc je pense que c'est moins cher. Un truc aussi, c'est que si j'y vais, faut que j'arrête le podcast. Parce que le moindre truc que je dis, les ventes de bouteilles en ce moment, ça explose. Ouais. C'est risqué, tu vois. Quoique, en fait, non, t'as le droit parce que c'est public. Je sais pas à quel point. Je pense que ça passe relativement. Faut que ce soit vrai, en fait. Faut que ce soit vrai et faut que ce soit Comme vraiment Elon Musk. public. Je sais pas s'il faut mettre un disclosure. J'ai ce podcast si vous voulez être au courant des performances parce que c'est en français. Est-ce qu'ils vont me dire ah ouais mais du coup insider training Bon, pour les Français aujourd'hui, on doublera le podcast en cantonais. cantonais pour vraiment assurer le coup. Il y aura juste deux langues, c'est français et cantonais. Français cantonais. Tout random. Et après le podcast devient culte en cantonais. Attends, on peut devenir le explose. podcast francophone le plus écouté en cantonais. En cantonais. Tu vois, c'est quand même une niche. C'est une niche. Mais du coup, effectivement, en public, potentiellement, ça pourrait passer, mais encore moins en privé. Donc, si on parle tous les deux et je te dis, ouais, ça se passe mal. Moi, je me mets à spéculer. Et après, moi, mon truc, je me suis un peu renseigné. Il y a des gens qui vont en prison, qui sont vraiment poursuivis pour l'insider trading. C'est pas des petites discussions comme ça, c'est vraiment des trucs de bourrin, tu vois, vraiment des systèmes entiers d'insider trading. Et je pense, ma théorie un peu du complot, c'est en gros la plus grosse partie du alpha sur Wall Street, c'est justement les informations privées qui circulent, qui devraient pas circuler, tu vois. Probablement. Et est-ce que si tu regardes, je lis beaucoup la newsletter de Matt Levine qui s'appelle Money Stuff et il couvre souvent des procès de insider trading. Et tu vois qu'en fait, souvent, ils se font choper parce qu'ils ont fait des folies. Ouais, ils ont poussé En le fait, truc. tu vois, littéralement, c'est un mec qui a jamais investi de sa vie. Il a ouvert un compte sur eBay, il a fait OK, je vais acheter pour 2 millions d'euros d'options sur 7 boîtes random de biotech. Et je vais acheter des options out of the money. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la boîte, elle vaut 100. Et je vais acheter une option que dans une semaine, elle vaudra 200. Tu vois. Ouais. Donc, en fait, un truc qui a C'est pas ça. 99% de chances de passer à zéro. Mais si ça marche, c'est un multiple énorme parce que c'est très improbable que ça Ouais. arrive. Quoi. Mais donc, c'est une info que le truc, que leur médicament il va être approuvé par la FDA, que tout d'un coup, la boîte, elle va faire x10. Tu peux acheter ça et faire une énorme plus-value. Mais du coup, ils font des folies énormes, en fait. Ils ont un profil de trading qui est totalement anormal. Et j'imagine que si tu étais une personne qui fait plein d'investissements... Tu vas déjeuner avec un mec qui a un hedge fund, il fait Ouais. 300 investissements par jour. Et tu lui Comment dis un tu truc peux savoir, et ça rentre dans la masse. Et je vois pas comment eux ils peuvent prouver qu'il a très, fait très quelque dur. chose. Il y a aussi un élément où en fait insider trading, il faut que la personne lui ait donné l'info avec la volonté que lui il puisse trader en fait. Et tu peux avoir des infos qui sont pas publiques mais qui sont pas couvertes. Par exemple, s'ils envoient des gars compter le nombre de camions qui sortent, c'est une info qui est pas publique mais ils peuvent trader dessus parce qu'ils l'ont Donc, tenu par d'une le- manière où il n'y a pas une personne qui a trahi l'entreprise en fait pour le C'est ça. faire. Donc à mon avis, ouais, je pense qu'il y a Mais c'est un il y a énorme beaucoup truc de et c'est trucs qui doivent vraiment se que passer, si ouais. tu forces comme un bourrin, tu peux faire Ouais. choper vraiment. Et du coup, ça rend encore une fois l'intérêt d'aller dans les ETF parce qu'en fait, sinon, t'es trop désavantagé en termes informationnels. Tu as rarement des vrais insights. Et ça renforce aussi un peu l'idée de value investing. En fait, les deux se tiennent. Et je pense que c'est de ce point de vue-là aussi pourquoi Warren Buffett, je me demande à quel point il était là-dedans. Parce que depuis Omaha, il serait compliqué justement d'être dans le cercle fermé un peu à New York et sur Wall Street et de connaître vraiment les Après, les apparemment, infos. il était tout le temps au téléphone, il parlait avec des gens pendant des heures pour avoir des discussions philosophiques sur la Et vie. aussi, il prenait tout, beaucoup tu son vois. jet, ça allait souvent, Ouais. ça volait souvent à New York, donc il y a un peu les deux, je pense. Il y a un peu les deux. Mais bon, quand tu investis, je sais pas, 2 milliards dans Apple, je pense qu'il n'y a pas de grosses infos secrètes que tu avais, quoi. Et après, il y a aussi simplement le fait qu'une fois que tu as des sommes tellement énormes, ça devient très compliqué, encore une fois, d'investir sur des infos privées. Mais après, le dernier désavantage, je dirais, c'est un peu le potentiel roller coaster émotionnel sur le cours de l'action. Ouais. Où tu peux voir que ça monte, ça descend. Et aussi, c'est pas que sur toi, tu vois. Donc, notamment, je pense, moi, le gros problème que j'aurais, si j'avais des investisseurs, c'est je me sentirais très responsable, tu vois, de dire, putain, je veux pas les planter. Et encore une fois, c'est différent. Après, si tu peux dire, bon, ils ont joué le jeu, c'est le jeu, tu perds, tu gagnes. Ouais, ça va quoi, ça Là, tourne. plein de gens, personnellement, c'est leurs économies.
ça fait un peu mal au cul, tu vois. Donc je pense que de toute manière, ça peut être un peu lourd. Et du coup, est-ce que tu penses que j'y vais ou j'y vais pas? Alors, On peut dire, est-ce que tu devrais y aller ou est-ce que tu vas y aller? On peut faire les deux questions. Moi personnellement, si j'étais toi, j'irais pas. Sauf si tu avais vraiment une excellente raison de vouloir la liquidité, en fait. T'es en mode, ok, en théorie, j'aurais la liquidité, mais tu vois, est-ce que tu la veux? Est-ce que tu es en train de construire un château à Chiang Mai que je connais pas? Ou est-ce que tu vas vraiment exécuter ton plan d'acheter une petite principauté en Europe, tu vois? Fondamentalement, si on n'a pas besoin, je pense que moi, tous ces genres de trucs, tu vois, où je me dis, oh, ça va être plein administratif, je me dis, sauf si j'ai une excellente raison, j'y vais pas. Après, est-ce que tu vas le faire? Ça m'étonnerait que, je pense que t'es un peu trop privé pour avoir envie de le faire. C'est ça. En fait, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a un côté un peu fun, un peu épique. Ouais. Tu vois, et même pour le podcast, c'est très bien, toi. C'est très Ça bien serait pour très le bien pour le podcast. podcast. Mais actuellement, on est tous les deux dans la situation où on a 100% de notre boîte. Ouais. On n'a pas de dette. Et moi, notamment, pour un moment, on a eu un peu de dette et j'ai pas aimé ça, toi. Et je pense qu'investisseur, c'est 1000 fois pire que la dette. Parce que dette, c'est juste bon, c'est un peu financièrement, c'est un problème. Investisseur, ce serait très lourd pour moi. Et donc, en fait, une fois que tu es dans ce. Si t'en as pas besoin, en fait, tu vois. T'es là, C'est comme pourquoi lever de je me ferais l'argent chier, pour toi, ta boîte. ouais. Genre, tu lances une boîte, tu veux lever de l'argent et tout. Je pense que c'est vraiment si seulement tu as l'ambition et qui t'as besoin, nécessite en fait, ça. tu vois. Ouais, ça. Genre, t'es en mode, ok, je vais créer ce logiciel et tout, ça va coûter 2 millions à développer. Bon, moi, les 2 millions, je les ai pas. Ok, dans ce cas-là, bah, lève de l'argent, t'as pas le choix, tu vois. Et Mais du coup, est-ce qu'on si manque t'as pas le d'ambition, choix- toi? En fait, c'est arrêté, je pense. En fait, on n'est pas prêt à faire certains sacrifices, prendre certains Mais dans ce risques. cas-là, le truc, c'est que t'es pas en train de me dire que ça va aider à grossir ta boîte. En fait, t'es pas en train de dire, ok, je vais lever des capitaux sur la bourse de Hong Kong qui vont permettre de faire x10 sur ma boîte parce que j'ai besoin de ça pour lever du capital, tu vois. Ça. Et fondamentalement, la réalité, c'est que si tu as besoin de lever du capital, tu peux le lever, à mon avis, d'autres sur du moyens. privé. Si tu as vraiment besoin de lever de l'argent, tu vois. C'est plus l'idée de dire, ok, si tu as besoin de créer une boîte et que tu as absolument besoin de lever de l'argent, lève-le. Mais si tu n'as pas absolument besoin de lever de l'argent, il vaut mieux éviter d'avoir des investisseurs et de te mettre ce niveau de pression et de complexité et de machin, tu vois. Et je pense aussi que c'est parce que tu demandes justement aux gens qui ont pris un peu beaucoup de dettes ou des investisseurs autres. Généralement, ils te diraient c'est la meilleure configuration, c'est C'est ils privé. regrettent. Et je pense qu'une des principales raisons pour laquelle beaucoup de ces boîtes tech qu'on connaît tous rentrent en bourse, c'est parce qu'en fait, tous les employés qui ont travaillé depuis Faut frais de 12 liquidité. ans, Ouais. ils ont des parts en fait. Il y a un Mhm. moment donné, les mecs qui sont bon, bah ok mec, c'est gentil avec ton bout de papier, mais moi j'aimerais bien voir. Tout à fait. En théorie, j'ai 5 millions, j'aimerais bien les voir un jour mes 5 millions, quoi. Et c'est assez dur pour eux. Maintenant, il y a de plus en plus de manières de faire du secondary, donc pour les employés Mhm. de pouvoir revendre leurs parts, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc à un moment donné, pour donner la liquidité à toutes ces personnes, il faut rentrer en bourse. Donc du coup, le fondateur, il a la pression de tous les employés de dire ok, il faut que tu me donnes de la liquidité, il faut qu'on entre en bourse, il faut qu'on grandisse et tout. D'ailleurs, Si c'est t'as pour ça. si t'as pas cet incentive-là, Mhm. et qu'en fait, le seul incentive, c'est de dire, ok, ça va être un peu plus liquide, tu vois, à la limite, si un jour tu voulais vraiment sortir 30% de tes parts, tu pourrais éventuellement faire un placement privé et faire. Ce serait à peu près aussi compliqué, mais tu n'aurais pas les frais aussi ongoing, Mhm. et tu garderais le côté privé, et tu peux le faire un peu à ta sauce. Je pense que c'est plus confortable, tu vois, si tu as l'option de le faire. Et puis de toute manière, en fait, est-ce que tu as besoin de cette liquidité? Parce que si tu n'en as pas besoin, la question se pose même pas pour moi. Apparemment, d'ailleurs, j'avais réfléchi à cette raison-là, de donner des parts potentiellement à des employés de la boîte. Et en fait, je l'ai pas fait pour deux raisons. La première, c'est que je pense que les gens ne valorisent pas tant que ça. Ouais. Beaucoup moins que toi. Donc, en fait, tu as plus intérêt juste à donner du profit share. Donc, chaque année, Exactement. tu redistribues. Et deuxième chose, c'était exactement ça. Enfin, c'est que, du coup, soit ils ne valorisent pas, et même s'ils valorisent, c'est limite pire parce que tu te dis, putain, j'ai la pression. Si le mec, il achète sa maison parce qu'il pense que dans 2 ans, il pourra vendre ses parts à tel prix. En fait, c'était pas un truc que j'avais envie d'avoir, toi. J'ai pas envie de me dire, ouais, j'ai en main un peu leur destin. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une boîte qui s'appelait Bolt, qui s'est un peu fait taper dessus là-dessus, et je pense à raison. C'est que eux, ce qu'ils proposaient, c'était à leurs employés de s'endetter auprès de Bolt pour acheter des actions, toi. Ok. Sauf que ce qui devait arriver arriva. Bolt s'est totalement craché de ce Ouais. que j'ai vu. Et du coup, il y a des mecs qui ont leurs actions valaient zéro, et en plus, ils devaient de l'argent, toi. Ce qui est pas optimal comme Tu avais de l'argent situation. à Bolt ou à une banque? Je pense que c'est une banque, du coup, c'était un partenariat avec une banque, Ouais, je pense, ok. c'est un truc comme ça. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui réfléchissent un peu trop justement à ça, de donner des parts. Peut-être le font de façon un peu. Parce que pareil, quand tu fais un profit share, tu payes ton profit share, mais tu n'as pas d'autres obligations. Dès que quelqu'un est dans la boîte, même un mec, donc tu as 100%, tu fais rentrer un mec, d'un coup, tu peux faire ce que tu veux dans la boîte. Il faut qu'il ait accès à l'accounting, il faut Ouais, et puis, que tu poses des décisions, il faut que ce soit avec son accord. ouais, c'est je plus pense compliqué. qu'il faut informer les gens de tout. Mhm. C'est pour ça que sur les startups, souvent, ils font des stock options qui c'est différent. Parce qu'en fait, Ouais. si tu as une stock option, c'est un contrat qui te donne le droit d'acheter, mais en fait, tu n'es pas actionnaire. Mhm. Mais il te donne le droit d'acheter. Donc, financièrement, ça réplique un peu ça. Et je pense que d'un point de vue fiscal aussi, ils ont un truc très compliqué sur les stock options et autres. Mais voilà, Et en je pense- France aussi, c'est pour ça, je pense qu'il y a un système pour justement être avantageux fiscalement. C'est pour ça que les boîtes le font. Ouais. Parce que c'est plus intéressant que juste payer en plus les gens. Parce que moi, je pense que si tu donnes une action à quelqu'un, c'est
C'est une rémunération en fait. Mhm. Donc l'action que tu lui as donnée, elle vaut, il faut qu'il paye des impôts sur ça. Mais en fait, comme tu lui as donné une action et pas du cash, ce qu'il va faire, il va vendre les actions que tu viens de lui donner pour payer ses impôts. Je crois que si tu donnes une stock option, ça devient un événement taxable que au moment où il le vend. Ok. Donc le moment où lui il réalise ses liquidités. Je pense qu'il y a un truc Ce comme qui est ça aussi logique, qui est un avantage. Mais dans tous les cas, si les personnes ont des stock options, à un moment donné, les stock options vont expirer, donc ils vont devoir les convertir en actions. Et à un moment donné, il faut que tu leur fournisses une liquidité, tu vois. Et il y a un nombre innombrable de startups qui essayent de faire un système pour les secondaries, pour pouvoir racheter les parts, C'est etc. tellement prise de tête aussi, ça. Mais C'est c'est tellement assez un truc compliqué. ouais. Et c'est assez limité sur qui peut racheter, parce qu'il faut être investisseur accrédité, etc. Donc de toute manière, c'est pas un marché aussi fluide. Donc tu vas pas. Je sais pas. Ok. Mais du coup, je me suis intéressé un peu justement au business des stock exchange, parce que les stock exchange, en majorité des cas, ça appartient à des boîtes privées. Moi, jusqu'à récemment, je pensais que c'était, toi, Sud Paris, c'était plutôt un truc public, toi, qui Ouais, organisait ça. J'étais parti un peu de ce principe, mais c'est pas le cas. Jad, comment tu penses qu'ils font leur revenu, les stock exchange, si tu Donc, je devais sais qu'ils- deviner? ils vendent un flux de data où ils vendent beaucoup de data, je pense. Et ils vendent le placement aux mecs qui font du high frequency trading pour avoir l'ordinateur. Tu qui est le penses plus que c'est proche. combien de pourcentage de... On va prendre le Nasdaq comme exemple. C'est combien de pourcentage de revenus Je ne demanderais pas que représente ce soit genre 70% sur le Nasdaq. Non, c'est 25%. Ok. Ouais. Donc après, ils ont ça. Ils ont quoi? Les frais qu'ils font payer aux boîtes? Frais pour se lister. Ouais. Tu penses c'est combien ça? Ça doit être assez petit. Ça doit être genre 10%. 15%. Ok. Donc après, qu'est-ce qui nous reste? Ils n'ont pas un flux de data, un truc qui vendent l'accès à... Ça, c'est la même chose que C'est la le même chose truc. que C'est la le même chose. high frequency. C'est mis ensemble. Donc, qu'est-ce qui vente me de manque? données. Il me manque une grosse partie et je ne l'ai pas du tout. 60. Bah, frais de transaction. Donc, à chaque fois que tu achètes ou tu vends une Ils ont action, fait de transaction. ils touchent de l'argent là-dessus. Ah, ok. Donc, c'est 35%. C'est le plus gros pour le Nasdaq, en tout cas. Ok. Et le dernier, il y a vente de services, où c'est un peu des services de compliance ou autre. Et c'est 25% encore, ce qui est assez énorme. Donc, c'est à peu près comme ça que c'est split. Et tu penses, par exemple, à ton avis, c'est valorisé combien le New York Stock Exchange? Je sais pas, 5 milliards? 60 milliards. Ah, ok. Donc, solide. Nasdaq, 27 milliards. London Stock Exchange, donc Londres, 50 milliards. Euronext, qui possède Paris, Bruxelles et les Pays-Bas, c'est 11 milliards. Et par exemple, un truc comme Shanghai, c'est public. Donc, c'est assez intéressant. Souvent, les pays, tu as quand même quelques trucs publics. Mais c'est assez bien valorisé avec des marges assez costauds. Ouais, j'imagine. Et aussi, encore une fois, pour déloger la bourse de Paris, bon courage, quoi. C'est pour ça que je pense que aussi, du coup, les pays sont assez intéressants. C'est quoi le pays qu'on dit en Ah, les price earnings, c'est ça? price earnings, ça. Donc, c'est le prix divisé par les bénéfices de la boîte. Ok. Et un autre quiz, à ton avis, tu classerais comment les différents. Comment dire, la valorisation totale des boîtes publiques par pays? Tu mettrais quel pays? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, c'est forcément US. US, 58. Du coup, je sais même pas si c'est trilliard. Milliards de milliards. Enfin, le truc que Amazon, Apple, ils ont. On connaît, putain, on a le podcast de trilliard, on sait même pas si. Parce que je crois que c'est trillion, peut-être, c'est pas trilliard. On dormant à ChatGPT. Et ce qui est plus que tout le reste du monde combiné, d'assez loin. Genre Ouais. 60% de tout le monde. Ce qui est assez impressionnant. Tu mettrais qui en second? Chine. Chine, Et après, avec UK. 7. En troisième, tu mets quoi? UK. Non, C'est pas Inde. non, C'est Allemagne. non. Danemark avec Ozempic. Tout seul. Non, c'est Japon. Japon. Ils Ah, je valent. crois que la bourse du Japon, la bourse du Japon, c'était ça, c'est flat, solide. mais en fait, c'est gros, mais flat. C'est en gros fait. quand même. Ok. C'est quand même le second pays le plus riche au monde. Troisième Ok. maintenant, derrière la Chine, je pense. 4 trilliards, on va dire. Donc, c'était US, Chine, Japon. Et ensuite, pour faire une classement, on a Inde avec 4 trilliards aussi. Donc assez élevé, j'étais surpris. Ouais. UK à 3,6. Canada à 2,9. France à 2,8. Arabie Saoudite à 2,6, en sachant que c'est quasiment que du Aramco. Ils ont une boîte possède. 2,5 d'Aramco. Et là où c'est assez impressionnant, par contre, respect eux, Suisse à 2,4. Donc ils sont Nice. dans le top 10. Et après, Allemagne, ils sont seulement à 2,3. Tu vois. Ok. Parce qu'Allemagne, ils ont une grosse culture des boîtes privées, un peu des conglomérats privés. Ok. Et donc, la plupart des boîtes sont pas sur le marché public. Et un peu le dernier truc aussi, ça m'a amené à ça, c'est l'histoire des ICO. Donc, c'était un peu la mode pendant il y a 2-3 ans Ouais. de faire des initial coins offering. Donc, en gros, l'idée, c'est que tu vendais des parts de ta boîte via des coins, Ouais. des tokens. Ça s'est assez mal passé avec les régulateurs américains d'ailleurs. Bah, en fait, c'est un truc qui est assez intéressant parce que, bon, déjà, effectivement, les américains, ils disent que c'est des sécurités comme des actions, donc tu es censé être régulé de la même façon. Mais en fait, c'est un peu c'est un peu une sorte de catch-22 là-dessus. C'est que tout ce qui rend utile l'entrée en bourse, c'est la régulation, tu vois. Donc, aux ICO, ils font chier, on peut rentrer que sur quelques stock markets, c'est la galère, il y a plein de régulations, ça coûte très cher. Donc, on va le faire nous-mêmes, tu vois, avec des ICO. Ouais. Mais en fait, une fois qu'il n'y a plus de régulateurs, c'est la foire du slip parce qu'en fait, l'accounting, t'as plus personne qui vraiment contrôle.
Insider trading, là, tu vois, autant il y en a, mais je pense que c'est un peu limité ou c'est un peu raisonnable. Insider trading dans les cryptos, forcément, ça part dans tous les sens. Avec les infos fuites, tu peux scammer assez facilement. Et donc, tu es un peu bloqué à ce point-là. Je me disais, est-ce que tu peux créer une alternative? Mais il faudrait que l'alternative soit autant régulée. Et le fait de réguler, bah forcément, ça coûte de l'argent. En théorie, le système des ICO, le système de la crypto, devrait être régulé par le code. Toutes les règles sont écrites. Du coup, tu sais que quand tu as acheté ces coins, tu as le droit à X% des trucs et c'est distribué automatiquement par un smart contract, etc. En théorie, tout le truc est là. Le problème après, c'est que du coup, si les gens qui gèrent le système ne sont pas scrupuleux... Ouais, mais les business, eux, ils ont des comptes en banque, ils ont de la fiat, tu vois. Donc après, comment tu forces... C'était des business pure crypto, c'était un exchange décentralisé, des délires comme ça. Ouais, mais c'est vrai que ça, tu pourrais limite le faire. Mais l'idée, c'est justement sur les business en physique de faire aussi des ICO, quoi. Après, ouais... Mais encore une fois, si ta personne a un peu... si t'as pas de policier à la fin... t'auras des policiers à la fin parce qu'après, c'est une fraude. Tu vois, la question, c'est est-ce que en fait... Mais si c'est une fraude, ça vient de sécurité. Fraude. Ah, mais si c'est une fraude, ça vient de sécurité. Si tu veux que les policiers viennent, il faut que... Si tu vends un investissement privé dans ton business, c'est pas une sécurité. Oui, mais là, tu vends des parts d'un business, je pense. Là, en gros, la différence, c'est est-ce que ça devient quelque chose où c'est comme des actions que tu marketes sur le public et dans ce cas-là, tu as beaucoup plus d'obligations et de régulations versus est-ce que c'est autre chose en fait. Et eux, ils disaient non, c'est autre chose, c'est un utility token, ça sert à avoir de... Par exemple, mon token, il sert je vais créer un système décentralisé de stockage de fichiers. Donc, je te vends des tokens qui sont en fait des parts dans la boîte, mais c'est aussi une manière de payer tes fichiers. Donc, tu dis, OK, ce token, il va monter en valeur parce que dans le futur, tout le monde pourra stocker les fichiers avec moi. Et donc, du coup, tu vas le vendre à quelqu'un qui veut stocker ses fichiers. Donc, c'est un truc c'est du utility token. Et en gros, ils peuvent te dire, essentiellement, je t'ai prévendu le truc. Ce qui se fait souvent, tu vois, tu prévends sur Kickstarter un produit, tu utilises l'argent que les gens ont donné pour acheter le produit pour le créer, en fait. Donc, eux, c'était un peu le même délire. Le problème, c'est que si tous les gens qui achètent sont là pour la spéculation, si les gens qui ont monté le projet, ils sont là pour la spéculation, c'est aussi la qualité des projets. Le bordel, le truc explose, et forcément, après, le régulateur vient dire, tu vois, je pense que si tous les Kickstarter qui se lançaient, il y avait 99% où le mec se barrait avec la caisse, à un moment donné, le régulateur, il va se dire, bon, Kickstarter, on va se calmer, on va mettre des règles, tu vois. Je pense que c'est un peu le même délire à ce niveau-là. Un problème, en fait, que c'est vachement plus dur de créer un vrai projet qu'un faux projet. Donc, dans un domaine où tu peux créer soit des vrais, soit des faux projets, c'est dur de dire la différence. Il va y avoir 99% qui sont des faux projets. Les vrais projets vont galérer et finalement tout le truc devient un scam et c'est l'enfer. Mais du coup, je me demande à quel point à terme il n'y aura pas un stock exchange ICO, enfin version crypto, qui serait dans un pays qui le favoriserait. Toi, tu pourrais avoir un truc comme c'est El Salvador qui est très positif par rapport à ça. Et donc c'est le principe, sauf que ce sera sur la blockchain, tu vois, et ce sera régulé un peu de la même façon. Peut-être que ça finira par arriver. Le truc, c'est encore une fois, je pense que ça fera pas baisser tant que ça les frais potentiels. Parce qu'encore une fois, quand tu parles en Hong Kong, 100 000 euros pour entrer, 12 000 euros par an, c'est pas non plus énorme. Ouais. Et c'est quand même un truc qui est connu, Hong Kong, toi, c'est pas n'importe quoi. Donc je pense que c'est pas si évident que ça. Mais ouais, du coup, je pense que, encore une fois, tu as un peu un problème, c'est que si tu veux pas être régulé, c'est pas le bon endroit pour aller, quoi. Ouais. On a fait le tour de la bourse ? On a fait le tour de la bourse. Parlons des systèmes. On va parler d'un truc moins sérieux. Hein. On va parler des systèmes de productivité un peu analogiques. Il y a un youtubeur que je suis depuis assez longtemps qui s'appelle Raysu, c'est Reysu, qui fait des vidéos sur la productivité. Et il a trouvé le créneau. Tu sais, parfois, des youtubeurs, ils font des bonnes vidéos, mais ils n'ont pas encore trouvé leur créneau. Lui, il a trouvé le créneau. Et le créneau, c'est comment remplacer ton téléphone. Donc, il a une vidéo qui avait 3 millions de vues sur son système où il a un carnet papier pour suivre sa productivité. Et il a des vidéos qui ont très bien marché. Et le titre, c'est... Enfin, dans la miniature, c'est Modern Dumb Phone. Donc, le téléphone, au lieu d'être un smartphone, c'est un dumb phone, tu vois. Et on a fait plein. On a fait une sur l'Apple Watch, c'est le nouveau dumb phone. On a fait une sur son iPod. Il est revenu sur un vieux iPod, tu vois, de l'époque. Et en fait, il a toute une liste de manipulations que tu peux faire sur ton téléphone pour avoir juste un iPhone où il y a juste marqué Books, Music, tu vois. Moi, ça le chauffe, ça, de tenter ça. Pour faire un iPhone minimaliste avec ton iPhone 16 que tu as payé 1 500 €. Et donc, toutes ces vidéos, donc il y a vraiment une demande là-dessus. Et là, j'ai vu qu'il avait commencé à lancer dans sa dernière vidéo un espèce de produit où, en fait, il te vend sa template Notion de journaling. Je dis, putain, dommage, tu vois, parce que tous les gens viennent pour avoir un truc de le carnet analogique où tu vas pouvoir cocher les trucs, etc. Toi, tu leur envoies une template Notion, qui est évidemment beaucoup plus facile pour lui à vendre en tant que YouTuber que d'essayer de créer un produit physique. Mais je pense que là, il va y avoir un revival des produits un peu physiques de productivité et le pitch, c'est vraiment donc le titre de cette vidéo, c'est un carnet
pour te sauver du scrolling infini, en fait, pour te sauver du scrolling, etc. Et il y a toujours évidemment eu des carnets de productivité que tu pouvais écrire. Et je pense qu'il va y avoir un revival de ça, qui va être positionné spécifiquement comme une antidote aux réseaux sociaux et qui sera ironiquement promu par de la pub sur Facebook et sur Instagram. Un truc intéressant dans la vidéo de Raisu, c'est que lui, il va faire un nouveau carnet chaque année. Et après, il te dit, du coup, sur mon étagère, j'ai tous les carnets avec toutes les années. Et à chaque fois, il a imprimé, tu sais, ce petit truc avec le plastique là, où tu marques un truc avec une espèce de petite imprimante. Je sais pas comment t'appelles ça. Et après, tu coupes avec un papier. C'est un petit bout de plastique. Mon grand-père faisait ça. Et du coup, il marque l'âge, en fait. Il a un carnet 26 ans, 27 ans, 28 ans. Et tu te dis, imagine quand j'aurai 80 ans, j'aurai tous les carnets. Ça, ouais. Et ça, honnêtement, c'est assez cool. Du coup, je fais, ah merde, j'ai déjà 32 ans, tu vois. J'ai aucun carnet. Quand j'aurai 80 ans, j'aurai que 40 carnets. C'est dommage. Et ça, je pense que c'est une image qui est assez forte. Et tu peux le positionner du coup comme une espèce de cadeau, tu vois. Ah, t'as une personne dans ta vie, tu cherches un cadeau, fais-lui comme cadeau ce carnet de productivité pour en avoir un par an. Et si t'arrives à avoir les gens sur un truc un par an, et finalement tu leur vends, lui il prend le Leuchtturm, tu vois, le carnet un peu à 40 €. Un peu une version du Moleskine, mais en Moleskine, tu vois. Ouais, j'ai acheté un Moleskine, j'ai pas été impressionné quoi. Le Leuchtturm, c'est Moleskine plus, c'est allemand. En fait, je vois pas la différence. Un Moleskine, le papier, il est pas beaucoup mieux. Je sais pas, j'ai pas cette sensibilité-là au beau papier quoi. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, je suis pas très sensible à ce genre d'éléments, mais finalement, les gens, s'ils en utilisent un par an, ouais, tu mets de la valeur ils vont dessus. peut-être payer le ouais, tu mets de la valeur, c'est un souvenir. Et puis le Moleskine était beaucoup vendu sur le storytelling, etc. Mais aujourd'hui, le place to be sur les youtubeurs un peu papeterie, c'est le Leuchtturm. Bon, peut-être qu'il y a encore des trucs encore mieux. Hein. J'ai pas été au bout du truc, mais on peut positionner comme cadeau. Et donc il y a une version homme et une version femme de cette idée-là, en fait. La version homme, c'est la version un peu Raisu, c'est la méthode de productivité minimaliste. Tu donnes un carnet préstructuré aux gens, potentiellement tu leur donnes une mini-formation, tu vois, sur comment utiliser le carnet, s'organiser, un peu dans l'esprit de ce que j'avais fait avec la méthode des 90 jours, mais d'une manière physique. Intéressant, du coup, tu vends en plus, tu vends l'information avec le carnet bonus. Ouais, t'as un QR code et les gens peuvent voir et tu leur donnes la méthode. Ok, c'est pas tu vends l'information et en plus tu envoies un carnet. Ouais, non, tu vends ça comme étant un carnet. Parce que je pense que ce serait pas totalement débile. Toi, du coup, tu peux vendre une formation très chère, toi, celle que sur les formations de 90 jours, tu peux la vendre. Ouais, tu rajoutes 50 € si tu as ton carnet, les gens seraient prêts potentiellement. Ouais, ça, je pense que ça pourrait marcher. Après, à mon avis, il faudrait, tu vois, pour moi, j'avais déjà réfléchi à faire ça à l'époque, tu vois, genre en 2019, mais pour moi, tu vois, c'était un produit parmi plein d'autres. C'est bizarre de te mettre, ok, on va créer un produit physique juste pour une formation qu'on vende, qui est une de nos plus petites formations en plus. Voilà, il faudrait vraiment avoir structuré un truc autour de, on va te vendre les outils analogiques de productivité. Et les gens payent beaucoup, hein. Il y a des marques de trucs, tu sais, de trucs que tu mets sous ton clavier. Il y a même un espèce d'étui en bois où tu mets ton clavier au milieu, qui est en bois massif de chêne, et ça coûte genre 150 € ce truc-là. Il y a plein de marques un peu de trucs esthétiques productivité. Donc lui, dans le cadre de ce truc de carnet, ce que tu pourrais faire, c'est aller voir les influenceurs un peu business productivité et lui dire, ok, c'est quoi ta méthode? On va la faire en carnet en fait. Et chaque influenceur pourrait avoir une version légèrement différente du carnet avec son approche que lui peut proposer à ses fans. Et en fait, ça jouerait vraiment sur l'impression que les gens ont de plus être en contrôle de leur vie, d'avoir essayé 50 apps de productivité, que ça marche pas et qu'ils ont besoin de se retirer en fait du téléphone. Un peu les gens qui saturent de notions, toi, qui vont à fond de notions, mais qui à un moment disent. Et un autre truc que lui, là, c'est le timer physique. Donc, j'ai mis ici dans le document une image. Qui a éclaté son timer physique. Mais ça, apparemment, ça a l'air bien marché parce qu'il l'utilise très souvent dans ses miniatures, en fait. C'est un espèce de... Je vais le contacter. Parce que on vend déjà, je viens de te l'envoyer sur Slack. Ouais. On en vend déjà un et on va en sortir un autre deuxième, là. Donc, je vais le contacter pour voir s'il peut le promouvoir. Et bah, vois avec lui, parce que du coup, ça, je pense que c'est un timer qui... Ouais, il a un bon contraste avec un truc rouge. Donc en fait, je pense que c'est un Pomodoro timer. Essentiellement, c'est un truc que tu aurais dans ta cuisine. C'est une cuisine, littéralement. Avec une meilleure esthétique, avec un truc rouge que tu fais. Et il l'utilise souvent sur ses miniatures. Et je pense que, tu vois, pourquoi est-ce que les gens cliquent sur une vidéo où on te dit achète ce timer alors que tu as un timer sur ton téléphone, tu vois. C'est parce que les gens ont envie de sentir cette séparation. Ils ont l'impression qu'ils sont piégés et ils veulent sentir qu'ils ont ce truc. Moi, j'avais acheté aussi un petit... je crois que je l'ai par là-bas, ouais. Un petit sablier dans l'idée, ok, c'est pour la règle des 5 minutes. C'est parti de nos futurs designs, ça. Tu vas mettre ton sablier dans 5 minutes et te concentrer sur une tâche pendant 5 minutes et après tu vas être dedans. Quand tu procrastines, en fait, t'as pas envie de faire le truc, tu vas dire, ok, bon, je vais le faire juste 5 minutes quand le sablier. 5 minutes, c'est pas très long quand le sablier est fini. Mais le timer de 5 minutes, tu pourrais le mettre n'importe où, mais t'as l'impression que si t'as un petit artefact physique, ça va t'aider à démarrer et ça te motive à le faire. Donc, c'est la version homme et je pense qu'il y a tout un espace à faire là-dessus et je pense que les gens qui sont forts pour créer ce storytelling autour de ça. Je te dis, dans quelques mois, je pense qu'on sera bon là-dessus. Je pense qu'on aura vendu. Vous en lancez plusieurs sur Amazon. Peut-être qu'on le poussera du coup sur le thriller aussi, parce que il y a un lien. Il faut bien un moment que je monétise cette audience. Là, ça fait des. Dans des timers. Faut que j'extrais un maximum de.
Et la version femme, donc il y a toute une mouvance ici sur les femmes. Mais c'est différent. Après, bon, je suppose que les femmes peuvent aussi faire le truc de Raisu, hein, mais je veux dire, il y a une autre version du truc qui est plus le journaling en mode. C'est le même délire. Hein. Tu veux sortir des réseaux sociaux et tu veux documenter ta vie et tu veux documenter ta vie en dehors de ton flux Instagram. Et donc, tu as fait un voyage, tu vas créer un carnet, tu vas écrire ce que tu as fait et tu as une mini imprimante où tu peux imprimer des petites photos et les coller. Même dans les ton Polaroid, carnet. c'est très populaire pour ça, justement. Ouais. Tu vas avoir des stickers, tu vas avoir différents marqueurs que tu peux avoir. Les stickers, c'est un énorme business en fait. Et là, il y a beaucoup de demandes sur les stickers et parfois c'est dur de les trouver. Genre, quand on était en voyage, on cherchait des stickers, tu vois, de Hanoï. Et en fait, c'est dur de trouver des stickers. Il faut que ce soit des stickers super esthétiques pour coller dans le carnet. Tu vois, pas juste des stickers. Random. De merde. Voilà, donc c'est assez dur de trouver. Il y a pas mal de business qui vendent des stickers. Alors, j'ai du mal à comprendre. En fait, il faut voir à quel point les gens rachètent sur le business purement sticker, parce que la valeur. Après, ça coûte rien, un paquet de stickers, parfois, c'est vendu 10 euros. C'est ça. Ça coûte 50 centimes à fabriquer. Même pas 20 centimes, je pense. Même pas. Donc, il y a un truc sur les stickers. Il y a la washi tape. Je sais pas si tu vois ce que c'est, washi tape. C'est une espèce de rouleau, un peu comme un rouleau de scotch. Mais au lieu d'être un truc plastique, c'est un peu du papier. Et dessus, il y a des designs. Et en fait, ce que tu le fais, c'est tu le mets ça, tu le coupes, tu le mets en haut, en bas de ta page ou sur le côté, tu vois, pour faire une espèce de cadre et pour faire un truc un peu esthétique. Tu vois, c'est comme juste un papier collant avec du design, quoi. C'est très populaire, ça vient du Japon et c'est très populaire. Et dans tout cet univers journaling, etc., tu vois, ils vendent beaucoup ça. Et donc, il y a une nouvelle collection de design tous les mois. Ils sortent des nouveaux trucs et ça. Il y a tout un écosystème qui est assez gros, avec pas mal d'influenceurs qui sont dédiés à ça et qui vont faire du contenu purement journaling sur Instagram. Avec du coup une esthétique beaucoup plus poussée, tu vois. Raisu a le truc minimaliste, tu vas avoir des cases, tu vas les cocher, tu vas prendre le contrôle de ta vie. Et là, c'est un truc cute. C'est plus cute, mais c'est aussi le même promesse de remplacer ton téléphone, en fait. Remplacer ce temps que tu passes. Et tu as toutes ces youtubeuses minimalisme, justement, vivre avec la nature, peu importe. Et ça marche bien. Donc là, pour le coup, il y a un gros écosystème. C'est pas une nouvelle idée, mais c'est une idée auquel toi et moi, on est moins familier par rapport à notre environnement. Et je pense que là, c'est probablement un meilleur marché que les hommes parce que pour le coup, il y a beaucoup plus de consommation. Le problème du truc du Raisu, c'est bon, une fois que tu as fait ton carnet et tu as un stylo noir japonais, tu as fait le tour de ce que tu allais acheter. Après, tu peux avoir un timer, il y a quand même des produits que tu peux acheter. Mais là, il y a quand même un truc de consommation, d'avoir les nouveaux stickers, d'avoir les nouveaux marqueurs. On a une cousine au Japon et elle a un classeur en fait avec tous ses stickers, quoi. Elle collectionne les stickers, elle en achète plein. Et en fait, elle kiffe. C'est comme les gens qui collectionnent les timbres, mais elle collectionne des stickers. Et donc, du coup, tu peux avoir des clients qui sont assez réguliers. Je pense qu'il y a pas mal de business, en fait, là-dedans, auquel on ne penserait pas. Moi, j'avais réfléchi à, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, mais directement, c'est du physique. Ça te fait chier. Le physique, en fait, j'ai jamais fait, tu vois. Je suis un peu, tu vois, un homme fragile qui aime bien s'asseoir devant son ordinateur, tu vois. Et pas trop avoir besoin d'aller. Tu remplis pas des conteneurs comme moi chaque jour. Ok. Et je vais dire, attends, je vais participer. Mais en fait, je me suis retrouvé dans cette situation de merde où c'était évident au bout de 30 secondes qu'en fait, je les ralentissais de fou, tu vois. Parce qu'eux, ils étaient organisés, ils savaient comment faire. Ouais. Moi, j'étais là à galérer. Et donc, j'avais le choix. Soit j'arrêtais maintenant, mais là, c'était ridicule, tu vois. J'ai passé 2 minutes, c'est genre vraiment pour la photo. En plus, ils me prenaient en photo, pour la photo. Ou je continue, mais je les fais chier. Et tu sens qu'ils veulent que je me barre, tu vois. Et donc, j'ai trouvé j'ai continué pendant 5 minutes, tu vois. Puis après, je dis, on n'a pas un call, là, on n'a pas un rendez-vous, on doit y aller, ok. Ouais. Donc, du coup, j'ai rempli un conteneur pendant 5 minutes, ce qui fait moi un homme quand même assez solide. Une expérience qui m'a vraiment forgé. Si tu veux, tu viens en Chine, on fait pareil. On prend une photo et on est bon. Mais pour mes conteneurs de stickers, c'est moins viril. Ok. Donc, je suis tombé sur un article, ou pas sur un autre sujet, je suis tombé sur un article je suis dans une lutte constante de comment est-ce que tu expliques aux gens à quel est l'intérêt de la méditation. C'est un truc, c'est très compliqué d'expliquer et tout d'un coup, tu as l'air super vague, c'est chiant, tu vois. Toi, moi, j'ai essayé de convaincre qu'il fallait faire du powerlifting. Et toi, t'as totalement échoué. Et moi, j'ai totalement échoué à te convaincre de faire la méditation. C'est ça. C'est la différence entre nous. Et donc, je suis tombé sur un article qui avait une manière intéressante de l'expliquer, dont j'avais envie de partager là, où il expliquait que la méditation, le but, c'était d'éliminer la dette technique. Donc, qu'est-ce que la dette technique? C'est une analogie de développement de logiciel. En fait, tu commences tu crées ton produit, etc. Et d'un coup, tu dois créer une fonctionnalité. Et maintenant, il faut ajouter un bouton qui fait X, Y, etc. Donc, tu fais, ok, vas-y, on va ajouter le bouton rapidement. Ok, en 3 jours, il est shippé. Mais maintenant, tu as ce truc, le bouton que tu as ajouté, et tu l'as ajouté d'une manière un peu chelou, mais finalement, ça marche, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, tu fais ça 50 fois, et en fait, tu as plein de trucs qui tous marchent individuellement, mais qui rentrent pas exactement bien l'un avec l'autre, et qui vont créer des bugs. Dès que tu touches un truc, ça pose un problème sur un autre. Ça pose un problème quelque part. Donc, un exemple que nous, on a eu récemment, sur Schoolmaker, c'est qu'en gros, tu as ta liste, dans ton forum, tu as ta liste de posts.
Mhm. Et ce que lui, il voulait faire, c'était que ta liste de posts était une espèce de prévisualisation du post en dessous. Et tu pouvais cliquer pour voir plus, en fait. Très simple, tu vois. Mais à cause de la manière dont la page avait été implémentée pour X ou Y raison, une fois que tu voulais rajouter cette prévisualisation et récupérer cette donnée, d'un coup, la page, elle prenait 10 secondes à charger, ce qui est absurde. Ça cassait entièrement l'application de faire ça. Donc, du coup, c'était un élément de dette technique. Bon, bah, si on veut faire ce prochain truc, ce qu'on a fait à l'origine, ça marchait, mais si on veut faire ce prochain truc, ce qu'on a fait à l'origine, ça marche plus. Donc, il faut qu'on revienne sur ce qu'on avait déjà fait et qu'on le retravaille pour que ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est l'analogie. Et donc, quel est le rapport avec la méditation ? Le gars t'explique que le but de faire de la méditation, c'est en fait de retravailler sur toutes ces habitudes intellectuelles, tes réflexes, tes instincts, etc., qui sont restés bloqués à un certain niveau, que tu as mis en place à un certain stade, mais qui sont restés bloqués. Donc, des exemples de ça, tu vois, c'est par exemple, peut-être que quand tu as démarré ton business ou quand tu avais 22 ans, bah, tu n'avais pas beaucoup d'argent, donc tu étais toujours en mode à surveiller chaque dépense, etc. Et maintenant, tu te retrouves avec un mec qui a des millions, mais qui est encore en train de regarder chaque dépense et de se poser la question de est-ce que je commande une entrée ou pas, parce que ça coûte 8 euros, etc. Alors qu'en fait, ça n'a plus aucune différence pour lui, mais il est resté un peu bloqué dessus. La peur de parler à des gens que tu connais pas. C'est un truc où beaucoup de gens sont restés bloqués de l'enfance ou peut-être de l'adolescence. Où en fait, à l'adolescence, les gens allaient se moquer de toi, etc. Mais la dernière fois que quelqu'un s'est moqué de moi en dehors des commentaires YouTube, c'était il y a longtemps, tu vois. Dans la réalité, en fait, les gens vont être gentils avec toi et polis. Et finalement, il n'y a pas trop de risques, mais tu restes bloqué sur un truc qui est ancien. Il y a aussi un élément où quand tu démarres, tu as un peu ce truc de culpabilité où tu as l'impression de devoir travailler constamment, te sentir utile, etc. Et en fait, du coup, les gens ont du mal après à chill, en fait. Et du coup, ils vendent leur business, ils font une dépression. Et tu carries sur une sorte de momentum mental et tu t'arrêtes jamais en fait. Ouais. Même si la circonstance actuelle ne demande plus quoi. Ouais, tu vois, mais ma grand-mère, tu vois, elle peut pas s'asseoir, tu vois. C'est en mode, ok, il faut qu'elle fasse toujours quelque chose, qu'elle fasse le ménage et tout. À mon avis, et en mode, ok, peut-être qu'à un certain point dans ta vie, c'était utile d'être constamment en mouvement, mais tu vois, rien ne t'oblige à continuer comme ça. Donc lui, il te dit que la méditation, ça va permettre de refactor cette dette technique. Une manière de réfléchir, c'est... Moi, je réfléchis souvent en mode... Ça défragmente un peu le disque, tu vois. C'est une autre analogie par rapport à la dette technique. Mais je pense que c'est vraiment notre... parce que tu te rappelles, quand Windows 95, 98, tu voyais vraiment littéralement le truc défragmenté. C'était fascinant, ça. Je peux passer des heures dessus à regarder. Ouais, c'est très satisfaisant. C'est comme les mecs qui font du power washing. Il y a un truc, c'est tout sale et tout. Ils arrivent avec un karcher et ça devient impeccable. Ou les gens qui nettoient aussi les téléphones, je sais pas si t'as vu, ils retirent un peu toutes les merdes qui sont dans le... T'as vu les scams, les scandales là-dessus ? C'est qu'apparemment, notamment, ils font sale exprès, tu vois. Genre tous les tapis hauts qui nettoient, en fait, ils les rendent sales pour ensuite les nettoyer, toi. Pour les vidéos Quelle TikTok. arnaque, quoi. Pour les vidéos. Ouais, c'est évident. Putain, j'étais déçu quand j'ai appris ça, quoi. Ton monde, il s'écoule comme ça d'un coup, quoi. Ouais. Donc, il y a un truc un peu satisfaisant. Donc, analogie intéressante, ça te permet de... Peut-être que ça peut aider les gens, ou ça permet de réfléchir, éliminer la dette technique, essayer d'avoir un espace où tu en fait, tous tes anciens trucs qui remontent, et tu sais pas trop si ça marche, si tu fais quelque chose, mais en fait... Tu peux les traiter. Tu les retraites et ils se repositionnent un peu différemment, et finalement, potentiellement, le truc derrière, il revient dans un mode qui est plus équilibré, qui est plus adapté à ta situation actuelle. Donc, le contexte de ce truc-là est assez intéressant. J'ai trouvé cette analogie par un article d'un gars qui s'appelle Sacha Chapin, un mec qui a un Substack que j'aime bien, qui fait une critique d'un livre, un livre entre guillemets, qui s'appelle Meditation from Cold Start to Complete Mastery. Donc la méditation de zéro à devenir un maître de la méditation. Et ce soi-disant livre, en fait, c'est une page web interminable. Du coup, je me dis, bon, bah, cette page web, elle est interminable, je vais la choper sur Kindle. Sur Kindle, ça fait 2000 pages. Donc, c'est un gars qui écrit cette espèce de magnum opus depuis des années. C'est sur GitHub. Donc, en fait, ce qui se fait, c'est qu'il est constamment en train de le mettre à jour. Et du coup, tu peux voir le repo sur GitHub. Et avec tous les commits qu'il fait, et tous les semaines, il change 2-3 trucs. Il ajoute des paragraphes ici, il le modifie. C'est une espèce de magnum opus. Le mec travaille depuis des années. Un espèce de projet de malade mental qui fait déjà 2000 pages, qui est quasiment impossible. Moi, du coup, je me dis, c'est toi qui m'as recommandé son livre sur les échecs. Ouais. Parce que j'avais lu du coup. Et son livre sur les échecs, il est très bien écrit, très marrant. Mais c'est un dia parce qu'il décrit un livre complet sur les échecs, alors qu'il est éclaté aux échecs, tu vois. À la fin, il a atteint un niveau d'un enfant de 11 ans, tu vois. Il se fait démonter par des mecs au bout du monde. Mais du coup, il fait tout un périple là-dessus. Le mec, il va voyager en Inde, au Canada, ou je sais pas quoi, pour jouer aux échecs à fond. Mais en temps totalement nul, tu vois. Il y a un truc incroyable. Mais ce bouquin est incroyable. Il y a un passage incroyable où il est à Bangkok pour aller. Il est à Bangkok en mode no life, à s'entraîner aux échecs et tout. Donc là, c'est Sacha Chapin, le mec qui a écrit le blog, qui est du coup un très bon auteur, mais il review un mec qui a écrit un espèce de truc. Bah, tu comprends pas en fait en le lisant si le mec est un génie ou si c'est un tueur en série. Il a un peu trop médité. Ouais. C'est le manifeste du Unabomber, mais en x10, quoi. C'est incroyable, quasi illisible. Du coup, j'ai quand même essayé de le lire, tu vois, quasi illisible. Et vraiment, je vais donner 2 trucs qui viennent des premières pages. Il te dit que pour vraiment réfactorer toute ta dette technique,
ça va te prendre environ 10 000 heures de méditation. Si tu médites, là c'est une citation, si tu médites à temps plein, 10 000 heures va te prendre environ 3 à 7 ans. Compliqué. Tu es à temps plein. Si tu médites 1 heure par jour, c'est déjà de mine de rien assez violent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui méditent 1 heure par jour. Ça va te prendre 20 ans. Autrement dit, en méditant 20 minutes par jour, ce que je fais actuellement, ça va me prendre 60 ans. Et donc, j'ai intérêt à vivre assez vieux pour atteindre... Après, tu auras les bénéfices. Après, j'aurai les bénéfices. Super. Je pourrais accepter la mort en au pleine bon moment. conscience. C'est vrai que c'est bien timé, Bon du coup. moment. C'est drôle parce qu'il met aussi des énormes disclaimers au début de son document. Encore une fois, un document de 2000 pages de malade mental, il met des énormes disclaimers. Je cite. Si vous engagez dans ces pratiques, vous devez être conscient que vous pourriez ruiner de façon permanente le reste de votre vie ou mourir, plutôt que vous ne l'auriez fait autrement. Vous devez également être conscient que la vie des personnes autour de vous pourrait être ruinée ou que ces personnes pourraient mourir plus tôt à cause de votre implication dans ces pratiques. Ces pratiques étant la méditation. Il a un autre danger. Vous devez évaluer si vous disposez d'assez d'argent, de nourriture, d'abri, de capital social, de relations et de marge de manœuvre en termes de coût d'opportunité pour continuer. Idéalement, une personne doit soit n'avoir rien à perdre, soit disposer de ressources suffisantes pour tenir de 3 à 7 ans au cas où avant de commencer. Il est en train de te dire, potentiellement, mec, tu vas tomber dans un trou pendant 3 à 7 ans. Lui, son délire, c'est méditation full-time pendant genre 3-7 ans. C'est ça ce Il qu'il te dit propose. potentiellement, tu vas tomber dans un trou, tu vas pouvoir faire que méditer pendant 3 à 7 ans. Mais l'avantage, c'est qu'au bout de 3 à 7 ans, tu auras refactoré toute ta dette technique et tu seras libre, tu vois. Et donc, prévois d'avoir 3 ans d'économie pour tenir. Parce que le document disclaimer est incroyable. J'aurais aimé pouvoir en dire plus là-dessus, mais voilà, c'est à peu près aussi loin que j'ai été. Les 10 premières pages de disclaimer et d'avertissement. Voilà. Mais l'analogie que... Donc, tu voulais me convaincre, du coup... Je sais pas donc, si le climat, c'est défragmenté, j'aime bien. Par contre, défragmenté, ça me fait un Défragmenté, truc. c'est pas mal, ouais. En fait, parce que c'est un type de méditation, tu te poses, en fait, il y a plein de pensées qui viennent, et tu es un peu en mode, moi, du coup, ça sert à quoi mon truc? Et on dit, ok, les pensées, c'est comme les nuages, tu vois, elles viennent, elles passent, mais tu es en mode, ouais, ça sert à quoi de regarder les nuages, en fait, tu vois? À quoi ça sert de ce que je suis en train de faire? Et donc, la théorie, c'est qu'en fait, tous ces éléments-là, ils sont coincés quelque part, tu as besoin de les faire revenir, tu les regardes, tu les prends, tu fais, ok, bon, celui-là, je l'ai fini, tu le remets, et après, il disparaît. C'est un peu la théorie, et je pense que c'est une bonne analogie pour réfléchir. Du coup, en fait, c'est pas juste avoir plus de temps avec ses propres pensées. Tu vois, est-ce que c'est pas ça que tu recherches au final et que tu peux avoir hors méditation, tu vas faire du vélo, tu vas marcher? Oui. C'est la même chose. Et lui, d'ailleurs, il te parle dans ce document de la marche. Il y a d'autres manières, je pense, de le faire. Sachant qu'en fait, certaines méthodes de méditation, c'est juste, tu t'assis et voilà. Il y a des trucs où c'est genre, ok, tu vas faire ta respiration, tu vas regarder la flamme d'une bougie et tout, mais il y a des trucs qui sont beaucoup moins extrêmes en fait. Et ce que lui recommande, c'est un truc beaucoup moins extrême en fait. Il faut juste que tu sois assis avec tes pensées pendant 10 000 heures, en gros. C'est essentiellement ce qu'il te dit. Mais sauf qu'il prend 2000 pages à te le dire et il dit que tu pourrais mourir à cause de ça. Voilà. Mais par contre, moi, là où j'ai du mal à accepter, c'est que tu vois, c'est fou quand même, et je pense que ça la majorité des gens maintenant sur Terre, d'avoir vraiment de difficulté à s'asseoir pendant 10 minutes et rien faire. Ouais. Et c'est quand même un problème, toi. Ça montre, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose ça devrait être faisable, ça devrait être facile à faire, toi. Ouais. Donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de, juste pour être capable, ça devrait être une compétence humaine de pouvoir s'asseoir pendant 10 minutes et pas penser, quoi, pas trop penser. Donc, tu as vendu tes actions Weight Watchers. Ouais, on les a parlé updates. dans un épisode, je pense, il y a 2-3 semaines. C'est ça, j'ai vendu la moitié au pic en plus. Ok. Putain, encore une fois, le timing est T'as aimé le incroyable. truc incroyable. T'as un truc la moitié. Donc là, je suis sûr d'être positif et j'ai encore la moitié. Et là, actuellement, c'est à 1.04. Donc c'est un peu redescendu, mais je l'ai acheté à 0.8. Donc on est encore dans le positif. Ok. Et l'autre update aussi que tout le monde va avoir, c'est que j'ai amélioré mon 400 mètres. Et donc maintenant, je suis passé, au lieu d'être en compétition avec une fille, je choisi de passer sur la catégorie garçon. Et donc j'ai battu le petit Grant Reynolds de 7 ans, qui a fait 1 minute 05, un truc comme ça. Par contre, quand il a eu 8 ans, il a fait 1 minute. Donc maintenant, il va falloir que je batte ça. Ça va être compliqué. Et aussi, un truc assez fascinant, c'est que tu as un site qui répertorie un peu tout ça, les records des gamins. Et ils font jamais des trucs impressionnants après, toi. Vraiment, j'ai passé 30 minutes à chercher les différents noms. Ok. La plupart qui mettent des records très tôt, et tu n'entends plus parler ensuite, quoi. Et je sais pas est-ce que c'est parce qu'ils ont un développement physique peut-être un peu plus tôt, et du coup, après, Peut-être, ouais. ou est-ce que c'est parce que. Ça arrive à la moyenne. C'est parce que, c'est parce que juste un pourcentage pour rester motivé à courir pendant 15 ans, tu vois, jusqu'à arriver au top niveau. Est-ce que tu n'en as pas tant que ça comme sous le cas, donc même si tu es le 10e meilleur, il va finir premier au final parce que les autres ont abandonné. Je sais pas trop, mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, c'est très rare de mettre des records. J'ai l'impression que c'est pas le cas pour tous les sports parce que j'ai un tennis, justement. J'ai l'impression que généralement, quand les gamins ils sont forts à 10 ans, ils vont être aussi les meilleurs à. Est-ce qu'ils étaient le meilleur au monde à 10 ans? À mon avis, c'est la différence. C'est ça. À mon avis, les mecs qui courent vite aujourd'hui, ils couraient vite quand ils avaient 10 ans. Mais est-ce qu'ils étaient le numéro 1 quand ils avaient 10 C'est ans? ça. Probablement le numéro 1 quand ils avaient 10 ans. C'est juste un hasard de qui s'est développé un peu plus vite. C'est ça. Un truc Une anomalie hormonal, un peu, tu vois. Je pense que c'est ça. Versus qui va être le plus fort à 20 ans. Bon, c'est... Et du coup, lui, tu vois, ses ça courses à 7-8 ans et c'est comique, toi. Où les limites, il finit 200 mètres avant les autres, quoi. C'est absurde.
Donc tu vois que c'est un phénomène. Et là, je crois qu'il a 15-16 ans. Et on n'entend plus trop parler de lui. Ok. Donc je suis un peu inquiet pour notre petit Grant Reynolds et sa future carrière, quoi. Mais bon, il aura son nom inscrit comme étant le recordman à 7-8 ans, quoi. C'est quand même classe. C'est quand même classe. Sur ce, on a terminé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À la prochaine.